Il est hors de question d'augmenter les impôts. On voit bien qu'on est à un niveau d'impôt dans notre pays qui est élevé. Je maintiens le 4,6% pour 2026, qui va demander un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. Le Premier ministre s'est engagé, le Président de la République également dans cette voie, à ne pas augmenter les impôts. Nous avons une fiscalité qui est une des plus lourdes d'Europe. Dans notre pays, on a aussi un taux de prélèvement obligatoire très élevé et qu'on ne peut pas continuer à utiliser en priorité le levier fiscal. Ça, je le crois. Et je dis aussi que c'est par des économies sur la dépense publique qu'on finira par résorber nos déficits et par maîtriser notre dette. Les impôts de production, c'est 19 milliards. L'impôt sur les sociétés, c'est 14 milliards. L'extension du CICE, c'est 5 milliards. Les ménages les plus riches, l'ISF, c'est 40 milliards. La flat tax, qui concerne les 10% les plus riches, c'est 1 milliard. Là, vous avez, j'ai plus de 20 milliards sur les entreprises, les plus grosses entreprises et les gens les plus riches. Emmanuel Macron, président des riches, le banquier de chez Rothschild, etc. Est-ce que là, il y a eu un moment comme ça où une conscience sociale a grandi ? J'ai jamais été ça, je sais d'où je viens. Il y a plusieurs choses à savoir sur Le Figaro. La première est que ce journal réactionnaire appartient au groupe Dassault, qui est dirigé par une famille de milliardaires et qui vend aussi des avions, et notamment des avions de guerre. La deuxième est qu'en dépit du fait que ses propriétaires sont donc richissimes et pourraient tout à fait le financer sans ponctionner la collectivité, Le Figaro est littéralement biberonné aux subventions étatiques. Pour la seule année 2023, par exemple, il a été gavé de plus de 10,5 millions d'euros d'aide publique à la presse. La troisième est que bien qu'il participe donc très activement au creusement de la dépense publique, Le Figaro ne reste jamais plus de quelques jours sans publier des éditoriaux ou des tribunes exigeant que le gouvernement réduise la dépense publique. C'est une acrobatie pour le moins audacieuse, mais plutôt réussie, puisque jamais personne ne pointe la gigantesque hypocrisie de cet exercice, consistant donc à faire financer par la dépense publique la publication régulière d'appels à réduire la dépense publique. Et bien sûr, la répétition perpétuelle de ces mêmes affirmations permet d'installer dans l'opinion l'idée qu'en effet, la France, pour échapper à un horrible désastre comptable, doit absolument faire de très substantielles économies. Ce matin, Agnès s'ouvre cette grand-messe des finances publiques à Matignon autour du Premier ministre pour sonner l'état d'urgence budgétaire. Et il faut souligner quand même qu'il y a des avancées positives. La conférence d'aujourd'hui se tient avec les collectivités, avec les représentants des organismes de sécurité sociale. Enfin, car il faut faire comprendre à tous nos concitoyens que la bataille de la baisse des dépenses ne peut pas se gagner qu'avec l'État pour seul acteur du serrage de ceinture. La semaine dernière, profitant de ce que de très dévoués journalistes avaient ainsi préparé les esprits à cette nouvelle annonce, Éric Lombard, le ministre de l'économie de François Bayrou, a déclaré que pour réduire son déficit public, évidemment présenté comme catastrophique, la France allait devoir faire, je cite, un effort supplémentaire et trouver, je cite encore, 40 à 50 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. Fin de citation. L'objectif, c'est 4,6% de déficit. Est-ce que vous maintenez un objectif de 4,6% de déficit en 2026 ? Oui, je maintiens le 4,6% pour 2026, qui va demander un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. La date choisie pour cette annonce ne devait rien au hasard, puisqu'elle a été faite 2 jours avant une conférence sur les finances publiques organisée par François Bayrou, qui dit vouloir profiter de cette occasion pour expliquer aux Français que la France traîne depuis 30 ans des pathologies budgétaires et qu'il est urgent pour la guérir de prendre les décisions qui s'imposent, fermez les guillemets. Notons au passage que ce registre lexical, où la dépense publique est volontairement présentée comme une maladie, est tout à fait intéressant. D'une part parce qu'il justifie par avance les traitements les plus draconiens, et d'autre part parce qu'il permet à François Bayrou de se présenter comme un gentil médecin qui va gentiment soigner ce terrible mal dont souffrent les Français, alors qu'il s'apprête en réalité, comme nous le verrons tout à l'heure, à aggraver leur souffrance. Je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je suis pas docteur. Bien évidemment, Le Figaro s'est précipité pour colporter l'heureuse nouvelle, avec d'autant plus d'enthousiasme qu'en même temps qu'il annonçait ce qu'il a donc présenté comme un effort très considérable, Éric Lombard a précisé qu'il n'était, je cite, « pas question d'augmenter les impôts des classes moyennes, ni des entreprises, comme par exemple, et au hasard, les entreprises appartenant à des milliardaires qui vendent des journaux réactionnaires et des avions de guerre ».
Comme par hasard. De toute façon, il est hors de question d'augmenter les impôts. On voit bien qu'on est à un niveau d'impôt dans notre pays qui est élevé. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement de François Bayrou, s'est d'ailleurs empressée de le confirmer. Sans augmentation d'impôts, parce que, évidemment, c'est une équation qui est une équation difficile, mais le Premier ministre s'est engagé, le Président de la République également dans cette voie, à ne pas augmenter les impôts. Et de fait, depuis le début de son règne, Emmanuel Macron n'a cessé de répéter qu'il n'était pas question pour lui d'augmenter les impôts et s'est donc employé à diaboliser la fiscalité en même temps qu'il dédiabolisait l'extrême droite. Mais contrairement à ce que suggère la droite qu'il présente systématiquement comme une punition, l'impôt, c'est bien. Pour le dire rapidement, l'impôt est ce qui finance notamment les services publics et la solidarité entre citoyens qui permet que les plus fragiles bénéficient en principe des mêmes prestations et des mêmes protections sociales que les plus fortunés. Répétons-le donc avec un peu d'insistance, l'impôt c'est très bien, à condition évidemment qu'il soit équitablement réparti. Est-ce que c'est le cas ? Absolument pas. Bien au contraire, en 2024, 7 ans après l'installation d'Emmanuel Macron à l'Élysée, l'impôt sur le revenu a augmenté pour tout le monde, sauf pour les Français les plus riches, et moins encore pour les ultra-riches. Quand la droite gouvernementale explique qu'il n'est pas question pour elle d'augmenter les impôts, cela signifie donc en réalité que tout le monde va payer plus d'impôts, à l'exception notable des contribuables les plus fortunés. Pour le dire autrement et plus simplement, qu'elle ne veut pas augmenter les impôts des riches. La conséquence évidente est qu'elle doit donc trouver ailleurs l'argent qu'elle dit vouloir économiser pour réduire le déficit public. Revenons aux 40 milliards d'économies annoncées par Éric Lombard. 40 milliards, évidemment, c'est une somme a priori très impressionnante et qui est effectivement destinée à nous impressionner en nous faisant croire qu'elle sera extraordinairement difficile à réunir. Mais en réalité, c'est une somme que l'État peut très facilement dégager dans certains cas. Par exemple, elle correspond peu ou prou au montant des aides étatiques qui ont été consenties au groupe Dassault, propriétaire du Figaro et marchand d'avions de guerre, pour le développement du dernier de ces appareils, le Rafale, dont personne à part l'armée française n'a voulu pendant de longues années, et qui a finalement été sauvé quand de fervents démocrates comme le président de la République égyptienne se sont finalement décidés à en commander plusieurs exemplaires. 40 milliards, c'est aussi le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi que l'État a offert au patronat à la fin des années 2010, en échange de la promesse de créer 1 million d'emplois qui n'ont bien sûr jamais vu le jour. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Pour trouver les milliards qu'il veut aujourd'hui économiser, le gouvernement pourrait donc supprimer par exemple les aides aux entreprises qui ont très largement fait la preuve de leur totale inefficacité. Mais ce n'est bien sûr pas le projet du gouvernement de François Bayrou, qui préfère, je cite, « mettre la sphère sociale à contribution », comme l'a très joliment formulé le quotidien économique Les Échos, qui appartient au milliardaire Bernard Arnault, dont la fortune est estimée à plus de 130 milliards d'euros, mais qui a reçu près de 3 millions d'euros d'aide publique à la presse en 2024. Donne-moi du cash. Mettre la sphère sociale à contribution, ça veut dire quoi concrètement ? Traduit en langage courant, ça veut dire que le gouvernement s'apprête une fois encore à donner de grands coups de hache dans des budgets sociaux, c'est-à-dire dans les dépenses liées à la protection et à la sécurité sociale des Français. Et justement, par l'effet de ce que le journal Le Monde appelle avec un peu d'ironie un heureux hasard de calendrier, la Cour des comptes a publié lundi dernier une note consacrée à la hausse des dépenses de l'assurance maladie qui devait en principe être publiée au mois de juin prochain, mais dont la parution a donc été très opportunément avancée de 3 mois. Comme par hasard. Ces auteurs formulent 15 propositions pour maîtriser cette hausse qui contribuerait selon eux à creuser le déficit de la sécurité sociale, le tristement célèbre trou de la Sécu, qui sert depuis des décennies de prétexte à des purges antisociales, systématiquement présentées comme des réformes urgentes et nécessaires. Cet argent sera bien utilisé. Il servira à combler le trou de la Sécu. Dans un livre paru en 2007 et dont la relecture est toujours édifiante, le sociologue Julien Duval explique que le trou de la Sécu est un mythe. Il rappelle que les fondateurs de la sécurité sociale considéraient comme centraux et même prioritaires les objectifs de cohésion sociale et de solidarité nationale, et que pour eux, la Sécu était donc pensée en priorité pour les catégories économiquement dominées, auxquelles elle entendait fournir une assurance relative contre la peur du lendemain. Aujourd'hui, au contraire, ce sont ces mêmes catégories les plus fragiles qui sont mises à contribution pour renflouer ces caisses,
dont le déficit, explique aussi Julien Duval, n'est pas imputable à des dépenses excessives, comme le prétend le gouvernement, mais à un sous-financement dû aux exonérations de charges à répétition qui ont été consenties au patronat dans le cours des dernières décennies. Pour mieux réduire les dépenses de l'assurance maladie, la Cour des comptes préconise ainsi ce qu'elle appelle une restructuration des services hospitaliers qui ne présentent pas les garanties suffisantes de qualité et de sécurité des soins. Cela signifie concrètement qu'elle suggère par exemple de fermer partout en France plusieurs dizaines de maternités considérées comme insuffisamment rentables. La Cour plaide aussi pour un partage des efforts entre les acteurs du système de santé, ce qui revient, comme l'observe Le Monde, à demander aux mutuelles une plus forte participation, dont le coût sera évidemment répercuté sur leurs adhérents, qui devront donc assumer une nouvelle augmentation de leurs cotisations. Et elle préconise encore que les patients soient davantage mis à contribution pour le paiement de certains actes ou produits de santé, qui seraient donc moins bien remboursés par l'assurance maladie. En somme, pour soigner ce que le docteur Bayrou présente comme des pathologies budgétaires, c'est tout simple. Il suffit une fois encore de faire payer les Français les plus défavorisés, en renchérissant notamment leurs frais de santé, plutôt que d'augmenter l'impôt des milliardaires ou de réduire les aides gigantesques qui leur sont distribuées par l'État. C'est-à-dire, selon une recette désormais éprouvée, de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. C'est très loin de l'image convenue de Emmanuel Macron, président des riches, le banquier de chez Rothschild, etc. Est-ce que là, il y a eu un moment comme ça où une conscience sociale a grandi ? D'abord, on a le droit de ne pas être la caricature dans laquelle on veut vous enfermer. Et donc, je pense que j'ai jamais été ça. Je sais d'où je viens.